Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour ce second meet-up du AWS User Group virtuel. Je suis particulièrement content de vous retrouver ce soir pour un nouveau meet-up. On va démarrer. J'espère que vous êtes tous bien branchés et que le son fonctionne bien chez vous. Avant de démarrer, il y a Sébastien qui m'a demandé que vous puissiez, s'il vous plaît, mettre le nom de votre ville dans le chat, histoire qu'on sache d'où vous veniez. Donc, je suis particulièrement content de vous avoir tous ce soir, puisque c'est particulièrement sympa de pouvoir enfin organiser des événements qui ne concernent plus uniquement les villes, mais qui concernent maintenant toute la France, et même, je crois, certaines personnes qui doivent venir du Luxembourg, de Suisse ou encore du Canada, qui ont aussi été invitées. Donc, bonsoir à tous. Je me présente très rapidement, je m'appelle Julien Bichon, je suis responsable du AWS User Group de Paris. Je travaille notamment pour la société D2SI et j'en profite aussi pour saluer tous les animateurs de User Group en France qui se trouvent sur la petite colonne de droite. On fait aussi un bonjour à tous ceux qui viennent des groupes partenaires du Meetup de ce soir, donc les Meetup de Kubernetes Paris, Docker Paris et Cloud Native Computing Foundation CNCF Toulouse, qui ont également participé à la communication sur cet événement. Petit mot comme d'habitude pour vous dire qu'aujourd'hui les user groups AWS sont présents dans plus de 18 villes en France. Donc en espérant que la situation actuelle se rétablisse rapidement, chacun de ces user groups organise des événements de façon régulière. À Paris, on a un événement tous les mois. Après, tous les responsables de user groups sont disponibles et accessibles via la plateforme Meetup. Et tous ces user groups aujourd'hui représentent plus de 15 000 personnes. Quelques petits liens à partager avec vous. Le premier, c'est sur la création. On a créé l'année dernière un Slack pour tous les utilisateurs d'AWS qui sont francophones. Donc, vous pouvez rejoindre le Slack avec le lien qui est indiqué. Je vous le glisserai tout à l'heure dans le chat. Alors, on me dit qu'il y a un petit souci. Hop, je vais repartager mon écran. Est-ce que c'est bon? Ça devrait être bon. Donc, je disais un Slack. Le prochain meet-up qu'on prévoit dans un mois sera sur le sujet du DevOps CI/CD et de la CI/CD. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Je vois Sébastien qui commente sur le côté. N'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis on pourra voir comment intégrer les sujets. Et enfin, le 17 juin, vous l'avez peut-être vu passer, le summit virtuel, donc qui démarrera à 10h avec plus de 55 ateliers sur 11 thèmes différents. Pareil, on vous glissera le lien de l'événement pour que vous puissiez vous inscrire dans le chat sur la chaîne Twitch. On en profite pour remercier Alex et Sébastien qui ont mis en place tout un dispositif pour retransmettre les meet-ups virtuels. Donc, si vous aussi, vous avez des événements que vous souhaiteriez organiser de cette façon-là, n'hésitez pas à les contacter. Ils vous donneront tous les tips pour réussir. Enfin, je finis cette courte introduction pour vous présenter les speakers. Alors, on devait en avoir 3. Malheureusement, le troisième, Jesus, est tombé malade. Donc, on n'en sait pas beaucoup plus. On espère qu'il va très vite se rétablir. Les 2 premiers speakers donc, qui seront là, donc on aura un meet-up un peu raccourci. Le premier sera Pierre, donc, qui est CTO et co-founder de la société Covry, qui nous fera un retour de son utilisation d'EKS. Et le second sera Alexandre Carnero, qui est Cloud Architect chez D2SI, qui nous fera une présentation d'un cluster pour les manager tous. Je vous souhaite un très bon meet-up. On prendra des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je les poserai directement aux speakers à la fin de leur présentation. Bon meet-up à tous et je laisse la parole à Pierre. Bonjour à tous, je vous remercie. Je suis vraiment très content de pouvoir participer à ce meet-up. Avec ce confinement, c'est pas toujours évident, mais là c'est vraiment chouette. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience, vraiment le feedback que je peux vous faire de mon utilisation de Kubernetes depuis du bare metal, on va dire à l'EKS quoi.
et donc l'utilisation particulière de KS que nous en faisons chez Covry. Donc, qui je suis? Je suis Pierre Mavreau, donc co-founder et CTO de Covry. Mes expériences passées, euh, lead NoSQL dans le département SRE à Criteo, dans lequel en fait je gérais toute la partie caching de Criteo. Lead DevOps chez Red Hat, où je m'occupais de cloud privé et cloud public pour des entreprises. Je suis également auteur du livre MariaDB High Performance et je suis un gros fan de tous les systèmes distribués, donc soit NoSQL, du Ceph, Service Mesh, ce genre de choses, et tout ce qui est voilà, l'infrastructure, tout ce qui est lié à l'infrastructure. En quelques mots, Covry, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui permet aux développeurs de leur simplifier la vie grandement. On leur permet de déployer des conteneurs de manière vraiment rapide et efficace sans avoir aucune connaissance particulière de l'infrastructure. En quelques mots, comment ça se passe? C'est simplement 2 fichiers qui sont nécessaires. Un fichier Dockerfile qui va décrire la façon dont on build l'application et dont on la run, et un autre fichier Covry qui va décrire en gros toutes les dépendances qui sont nécessaires à faire tourner l'applicatif. Donc que ce soit de la base de données, des brokers, du storage, du CDN, enfin voilà, tout ce truc-là, donc de manière très courte et très simple. Et directement dans le Git repository, on push et ça déploie tout du coup sur une stack AWS. Et pas que, enfin cloud provider. Donc notre stack à nous, donc la stack EKS, du coup, elle est gérée par AWS. Donc on est hosté chez AWS. On fait du cube. On a une version Enterprise qui permet en fait de s'intégrer directement dans l'infra du client. Donc ça permet en fait que le client puisse avoir la main sur tout ce que nous on déploie, la solution, et également de pouvoir utiliser ses crédits AWS et tous les avantages AWS qu'il peut avoir. On a enfin une version community, donc si vous voulez l'essayer, elle est gratuite. Ça vous permet de déployer quelques applications, de vous rendre compte de ce qu'on peut faire avec Covry et de prendre en main cette super application. Et on s'intègre à tous les traditionnels Git repo. Donc comme ça, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous restez dans ce que vous connaissez. Voilà. Alors maintenant, je vais parler de mon expérience sur le bare metal, puisque c'est comme ça que j'ai commencé il y a un peu plus de 3 ans Kubernetes. Et je pense qu'il est important que je vous explique ça avant de passer à EKS pour vous expliquer les différences que j'ai pu voir et les avantages que j'ai pu voir et inconvénients aussi à utiliser EKS. Donc j'ai commencé avec MySocialLab, donc une société que j'ai montée il y a quelques années maintenant. Il y a une quinzaine de nodes bare metal du coup chez Scaleway qui tournent, principalement pour hoster des apps stateless et 2 bases de données, donc Cassandra et Elasticsearch. Voilà, 600 QPS d'average, pas grand chose, donc c'est vraiment une infrastructure web en mode SaaS, pour vous donner une idée. Et puis Criteo, qui a rien à voir, là c'était vraiment pour du pur in-house, quoi, pas d'exposition à l'extérieur ni quoi que ce soit. Donc j'avais une équipe de 5 personnes, on avait 4500 nœuds à gérer sur 7 DC répartis. Plusieurs clusters cubes, entre 3 et 500 nœuds chaque cluster. Et principalement pour faire tourner du coup la partie caching de Criteo, donc Memcache et Couchbase. Donc voilà, je vous ai donné quelques chiffres pour vous donner une idée et pour vous expliquer après la suite. Donc des besoins de performance, voilà, plusieurs millions de requêtes par seconde, des latences au 99e percentile inférieur à 2 millisecondes, et en plus de ça, du Cassandra et l'Elasticsearch à gérer. Maintenant, un petit peu de contexte. Donc MySocialLab, c'est vraiment une plateforme SaaS pour le web. Donc besoin sur Scaleway en fait d'avoir une couche network, un abstraction layer. Donc j'ai mis du Calico, la partie front-end load balancing du trafic pour avoir notamment les TLS via Let's Encrypt de manière vraiment facile. Du round robin au niveau public DNS, pas forcément besoin de plus que ça. Et du local storage parce que pas d'accès à des
des disques partagés à travers le réseau ou difficilement. Donc, et pour des besoins de perf, c'est mieux d'avoir du local storage. Donc voilà pour la partie MySocialApp. Et puis pour la partie Criteo, donc pas de Network Abstraction Layer, pas possible. Sinon, vu la charge, c'est impossible de tenir. Donc du coup, on fait du host network. Donc chaque pod, en gros, qui faisait de la prod, donc qui faisait tourner du même cache, du Couchbase, était directement exposé sur les machines. Pas de load balancer non plus, mais un service mesh qui était Consul, qui permet du coup d'aller targeter directement les bons host network, donc les bonnes machines, et donc les clients, enfin les applications clientes utilisaient aussi Consul pour savoir quel host network, ce qui permettait d'avoir le côté dynamique quand il y a une machine qui crève ou un pod qui restart ou ce genre de choses. Pas de colocation non plus, même si les machines étaient grosses, enfin 256 Go de RAM, entre 24 et 48 CPU, et beaucoup de disques, enfin entre 1 Tera et 50 Tera par machine. Généralement, l'utilisation qu'on en faisait à Criteo faisait que la machine, de toute façon, une machine à elle seule ne suffisait pas à prendre toute la charge. Donc de toute façon, il en fallait plusieurs, donc on ne faisait pas de colocation et ça nous permettait du coup d'avoir de la flexibilité en fait sur les machines et sur les instances. Quand on a 4500 machines et qu'on n'a pas beaucoup de personnes pour gérer, c'est bien d'avoir un scheduler qui nous aide. Et enfin, pour la partie performance, du local storage. Parce que pas possible d'avoir autre chose que du local pour des besoins de perf, encore une fois, quoi. Voilà, maintenant passons à Kovri. Donc Kovri, c'est une startup qui s'est lancée en octobre dernier. Et donc on fait tourner du conteneur. Et pour que ça tourne correctement, il nous faut un scheduler. Le scheduler va être important justement pour l'aspect dynamique quand on a une VM qui crache, enfin un EC2 qui crache et ce genre de choses. Bon, Kubernetes était un peu l'évidence du fait de mes expériences passées. On avait besoin aussi d'un Dynamic Load Balancer, pouvoir avoir en fait des load balancers qui au niveau public se crée dynamiquement et se supprime lorsqu'en fait on n'en a plus besoin. Avoir une partie DNS update, donc être sûr qu'il y ait des mises à jour de DNS donc qui se créent pareil et qui se suppriment à la volée. Idem pour les certificats TLS. Et enfin, un service mesh pour toute la partie sécurité notamment. Donc j'ai commencé à mettre les mains dans EKS. Et ce que j'ai grandement apprécié, en fait, c'est effectivement la promesse que nous fait AWS quand on utilise un cluster kube. Il n'y a pas de TCD à gérer, il n'y a pas les API serveurs à gérer, les kubelets, pareil. Et encore plus quand on utilise vraiment les workers managés d'AWS. Et je dirais qu'il n'y a presque plus rien à faire à part utiliser son cluster kube. Et ça, c'est vraiment chouette. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la partie auto-scaling. Vu que les workers sont des instances EC2, on bénéficie de tout l'avantage de toute la partie scaling EC2. Les load balancers, alors sur AWS, il y en a deux types. Il y a les ALB et tout ce qui est NLB, donc niveau 7 et le reste. Donc pour la partie ALB qui est niveau 7, pour que ça fonctionne, on a besoin de déployer un ingress controller. En fait, si vous voulez, pour que dès qu'on déclare un ingress, automatiquement un load balancer se pop. Et pour la partie NLB, c'est built-in Kubernetes, pas besoin de pod, enfin rien besoin d'installer, c'est natif. Donc ça c'est vraiment agréable. Mais ça ne gère pas du niveau 7. Donc ça va pas gérer le TLS, ça va pas gérer des routes particulières, ce genre de choses, c'est du pur niveau 4. External DNS, donc c'est un outil qu'on utilisait déjà sur MySocialApp qui permet de créer donc les DNS à la volée de manière dynamique et on utilise l'API Cloudflare. On aurait pu utiliser Route 53 aussi puisque c'est compatible. Enfin, External DNS du coup est vraiment bien pour ça. Il sait parler à pas mal d'API, à pas mal de registrars. Et puis la partie accès à l'API Cube, c'est vrai que avec
pas mal de discussions avec beaucoup de personnes qui font du cube. On se pose souvent la question, est-ce qu'on doit ou pas exposer notre API sur le net? Et c'est vrai que on se demande si on doit mettre un VPN ou pas. La AWS, en plus des TLS classiques, nous rajoute une couche d'authentification supplémentaire. C'est assez agréable, surtout pour une startup qui veut démarrer super vite. C'est rassurant, quoi. Et enfin, la stabilité, c'est vrai qu'on n'a pas eu de problème depuis plusieurs mois. Enfin, depuis la mise en place, en fait, hein. Vraiment aucun souci. Ça marche. C'est des instances EC2 classiques. Il n'y a pas de blague, pas de trucs bizarres. Donc, vraiment très satisfait, en fait, de ce qu'on a pu en faire. Maintenant, il y a des choses que j'ai pas vues, que j'aurais voulu voir pour aller encore plus vite, pour gagner du temps. Et donc voilà, c'est une petite wishlist que je fais à AWS, et en même temps, ça va me permettre de vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai vu, les manques, et voilà, et vous faire un petit retour là-dessus. Donc, il y a les spots instances. Donc ça, c'est le truc, je dirais, un peu classique que j'ai l'impression que tout le monde demande. Les spots instances, ça permet d'avoir des instances EC2 qui sont beaucoup moins chères et qui puissent être popées et dépopées en fonction de la demande. Et ça, c'est vraiment très pratique si on pouvait avoir plusieurs types de spots instances au sein d'un même cluster. Voilà, donc pour réduire les coûts. J'aurais souhaité aussi un meilleur support des load balancers de la part d'AWS. Donc le NLB, parfait, franchement, c'est built-in, rien à dire. Par contre, la partie ALB, la vraie problématique, c'est bon, déjà, il y a un pod qui gère l'ingress controller pour ces ALB qu'il faut mettre en place, faut le maintenir. On a en plus comment on a en plus excusez-moi, j'ai ma fille qui passe. On a en plus le fait d'avoir tout ce qui est je vais y arriver. Ouais, je reprends. Les ALB ingress, du coup, ouais, qui sont nécessaires. Donc, le pod à gérer, etc. Et puis, il va y avoir après le fait qu'à chaque fois qu'on déploie un ingress, on va avoir un load balancer qui va se spawner. Donc, ça peut être légèrement coûteux, en fait. Au bout d'un moment, plus on spawn d'ingress, plus ça va être cher. Donc, vu la nature de Kovri, vu ce qu'on fait, en fait, ça revient relativement cher. Alors, pour ça, il y a des alternatives comme Ingress Merge, en fait, qui permettent de prendre plein d'ingress, de les merger ensemble et du coup d'avoir un seul load balancer. Donc, ça, pour des questions économiques, c'est cool. Mais c'est vrai que je regrette qu'il n'y ait pas un commit un peu plus important d'AWS pour le support des ALB. Ensuite, il y a la partie mesh, Istio, qui est un petit peu la référence aujourd'hui. AWS a décidé de faire aussi son propre service mesh. C'est vrai que j'aurais souhaité, je pense comme beaucoup de personnes, qu'ils investissent un peu plus dans Istio pour faire en sorte que l'intégration soit un peu plus forte. Et du coup, le support aussi le soit. Si on pouvait avoir un support complet d'Istio, ça serait vraiment chouette. J'ai rencontré aussi un petit problème lorsque j'ai voulu rajouter des subnets dans mon cluster, où ça m'a fait on-off sur mes worker groups, enfin off-on. Donc là, c'était un peu dur, ça va que c'était pas en prod, mais je m'attendais à un petit peu plus de dynamicité. Alors du coup, ce que m'avait conseillé AWS à l'époque, c'était de prévoir ces subnets à l'avance et de pas y toucher. Ok, c'est dommage parce qu'il y a certains services qui supportent très bien l'ajout dynamique de subnet et d'autres non. Du coup, pareil pour l'intégration pour les certificates, pour Cert Manager. Avant, j'utilisais les AWS Certificate Manager et franchement, j'étais super content, ça marchait super bien. Et c'est vrai que là, depuis qu'on est passé sur des NLB avec du Cert Manager, principalement Let's Encrypt est supporté, ce qui est très très bien, hein. Mais j'étais très content en fait de Certificate Manager et donc c'est dommage que il n'y ait pas le support. Donc
En général, je dirais que ça serait chouette si, ça serait vraiment bien si AWS pouvait vraiment supporter de plus en plus de third party pour une meilleure intégration, surtout quand on parle de ce type d'outils qui sont quasiment mandatory en fait dès qu'on vient bootstrapper un cluster cube. Bon, voilà. Euh, je suis tombé aussi sur la limite du nombre de pods sur des clusters, enfin sur du bare metal. En fait, dès que vous installez du Kubernetes, vous avez une limite, peu importe le node, à 100 pods par node. Voilà. Et donc là, je m'attendais en fait à tomber sur 100 pods et bah non. Donc quand on fait des tests, enfin j'étais sur des toutes petites machines au début pour faire des tests, etc. Et bah, j'ai très vite tapé les limites et je comprenais pas pourquoi. Et effectivement, en fait, il y a une limitation en fait du nombre de pods qu'on peut runner, donc pas parce que les machines sont pas assez puissantes, etc. Puisqu'il y a déjà, enfin, AWS décide du nombre de pods qui peuvent tourner en fonction de la puissance des machines. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est bah, qu'en fait AWS assigne un certain nombre d'IP par node, et donc bah, plus la machine est grosse, plus on est autorisé à faire de l'allocation d'IP et vice versa. Donc voilà, même si je peux comprendre ça, on n'a pas toujours besoin de faire tourner des mastodontes d'applications. Et souvent, on a besoin de faire tourner aussi des petits trucs, des exporteurs pour Prometheus ou ce genre de choses, qui consomment pas grand-chose forcément. Et du coup, on a juste besoin de faire tourner des petits process. Et voilà, du coup, ça bouffe des slots de pod. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. Pour toute la partie autoscaling aussi, donc je disais qu'on bénéficie de la partie EC2, donc ça c'est super. Par contre, il n'y a pas d'intégration avec Cube, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion vraiment des événements dans Cube. Et donc si on veut se créer nos propres ressources pour pouvoir après les faire joindre avec l'autoscaling AWS, ouais, c'est pas forcément simple, voire pas toujours possible. Donc, bah, il y a cette partie-là. La partie aussi Kubernetes Authentication, le SAML. Aujourd'hui, c'est très très fortement lié à IAM, la partie authentification. Et en fait, j'aurais vraiment souhaité pouvoir le linker, par exemple, à du Google Apps. Aujourd'hui, j'ai tous mes utilisateurs en fait de la société qui sont connectés dessus. J'aimerais éviter de repasser par IAM, recréer des comptes, etc. Bon, voilà. Enfin, directement depuis Cube, en fait. Et voilà le fait qu'il y ait bah, des versions de Cube qui soient pas toujours à jour, enfin, et surtout bah, généralement entre 3 et 4 versions de retard. Bah, c'est vrai que quand on voit les dernières fonctionnalités qui sortent, on a tout de suite envie de les essayer, voir ce que ça donne, etc. Et bon, là, il y a un petit peu de retard. Bon, c'est pas très grave, mais c'est une wishlist. Donc voilà. Bon, ma conclusion, du coup, c'est pour une startup comme la nôtre, vraiment, j'ai trouvé ça génial de pouvoir faire de l'EKS, de pas avoir à gérer toute la stack Cube, d'avoir quand même de la simplification, même si c'est pas parfait, c'est quand même pas mal. On arrive à trouver des solutions pour gérer nos load balancers et tout ce qu'il y a autour. Donc, moi, je dirais que c'est que du positif. Et puis surtout, quand on est une startup, on n'est pas non plus 500 pour gérer les clusters cubes et on veut vraiment se focus sur bah, la value proposition qu'on a. Et donc, pour ça, c'est très très bien. Et l'autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la roadmap qui est ouverte. Et donc, on peut voir vraiment bah, tout ce qui va venir sur Cube. Enfin, c'est toute la partie conteneur, donc Cube y compris. Mais du coup, on voit chez AWS et donc vraiment, on voit et on peut voter, on peut discuter. Enfin, ça, c'est vraiment plaisant. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, pour moi, c'est tout. Je vous remercie. Et je crois qu'on prend les questions à la fin. Alors, yes, il y a quelques questions. Si je les prends, la première question, c'est quel scheduler pour harmoniser l'architecture Covery? Alors, ouais, aujourd'hui, le scheduler qu'on utilise dans Cube, c'est le scheduler classique, pour l'instant. C'est celui qui est fourni de base. Ok. EKS, 2 versions majeures, presque 3 de retard sur Kubernetes. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense que d'expérience,
C'est pas un mauvais choix dans le sens où généralement les toutes premières versions qui sortent d'une version majeure de Cube, il y a quelques petits trucs qui marchent pas. Donc moi déjà à Criteo, ce que je préconisais, c'était de pas démarrer avant une mineure en .6. Donc je peux comprendre qu'il y ait du retard pour ce genre de choses. Je me doute aussi qu'il y a l'intégration côté AWS pour supporter des versions. Des nouvelles versions, mais je me doute aussi que les ingénieurs d'Amazon sont vraiment hands-on dans Kubernetes. Donc, je pense que c'est aussi une force de frappe et qu'il faudrait que Amazon prenne en compte, peut-être plus importante ou peut-être différente, faire des stratégies différentes en fonction des priorités. Mais en même temps, quand je vois les quelques retards qu'ils ont sur tout ce qui est intégration third party, etc., qui serait vraiment, vraiment satisfaisante d'avoir, je peux comprendre que qu'il puisse y avoir du retard. Et en même temps, les fonctionnalités qui sortent actuellement, c'est pas des trucs qui sont, je parle pour moi et pour mes cas d'utilisation, c'est pas des choses que j'attends à tout prix, quoi. Je veux dire, les primitives les plus importantes, elles sont déjà là depuis longtemps et elles sont limite quasiment toutes passées déjà stables. Donc voilà, ça serait bien. Mais c'est pas mandatory non plus qu'ils accélèrent beaucoup plus le rythme, quoi. Ok. On me pose une question sur le CNI d'AWS. Alors non. On n'a plus utilisé le CNI d'AWS, ou en tout cas, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que quand on a commencé Kovri, il n'y avait pas encore les worker groups, donc la gestion par AWS. Et entre-temps, on a switché. Donc en fait, on a essayé pas mal de trucs. Et aujourd'hui, du coup, c'est les worker nodes. Donc il est probable, j'ai pas encore regardé à fond derrière ce qui était utilisé, mais il est probable que ce soit le CNI AWS, du coup, aux dernières nouvelles, quoi. Okay. Une autre question, comment as-tu provisionné tes clusters? Alors, donc j'ai fait du Terraform pour tout relatif au cloud AWS. En fait, dès que je vais toucher du cloud, c'est du Terraform. Et vu qu'on en déploie plusieurs, etc., et qu'on cherche à ce que ce soit dynamique, on a une couche de templating par-dessus. Donc voilà, c'est du pur Terraform. Très bien. Autre question, pourquoi pas GKE si tous tes users sont déjà sur GCS? Alors aujourd'hui, disons que par rapport à l'étude de marché qu'on en a faite, on va dire que 90% des clients qui sont intéressés par Kovri, qui veulent nous rejoindre, etc., qui utilisent notre solution, ils ont un pied dans AWS. Il n'y en a pas tant que ça qui sont sur GKE et il y en a peu qui nous le demandent pour l'instant, aussi bien GKE que Azure. Ok. Une autre question, si tu fais ton intégration dans IAM, ça ne résout pas ton problème d'intégration SAML? Ouais, alors j'ai fait l'intégration SAML dans IAM pour la partie authentification de mes utilisateurs, donc sur l'interface AWS, donc ça marche très bien. Par contre, arriver à faire le pont jusqu'à Kubernetes, alors j'ai regardé quand j'ai fait l'intégration, c'était il y a 3 mois, j'ai pas regardé depuis, mais c'était pas encore quelque chose de faisable, et du coup je passe par un pod qui me fait la synchro entre mes utilisateurs IAM et mon Kubernetes. Super. Avez-vous pensé à utiliser EKS avec une gestion Fargate? Oui, mais non. Enfin, oui, on y a pensé, mais non, on le fait pas. Parce que si on fait du Fargate, du coup, on n'a pas la main complète sur Kubernetes, sur son API et sur tout le reste. Comme je disais aussi, on a du Istio pour certaines fonctionnalités. Et en fait, si on commence à faire du Fargate, on déporte une certaine complexité sur Fargate, ça serait le côté cool. L'inconvénient, c'est qu'on perd beaucoup en fonctionnalités et du coup, c'est des fonctionnalités qu'on n'offre plus à nos utilisateurs. Donc du coup, on fait pas de Fargate. Ok, donc tu réponds en partie à la question suivante qui était entre EKS EC2 et EKS Fargate, quel est ton choix?
Donc oui, ouais, effectivement. Ok, c'est ça. Une question rapide, je ne sais plus si tu as abordé le sujet, mais quel CSI utilises-tu? Alors aujourd'hui, pour la partie storage, euh, c'est on ne propose pas, on va très très bientôt proposer du storage, mais aujourd'hui c'est le storage qui est fourni par les pods, basta quoi. Y a pas de, on n'a pas encore mis d'extension, ce genre de choses. Ça marche. Et enfin, une dernière question avant de passer au second speaker. Quel est l'avantage de Covery par Hmm. rapport à Fargate? Fargate va gérer le déploiement des containers en fait, et ça va s'arrêter là en fait. Et nous, notre promesse, c'est pas juste les containers, ça va être tout ce qu'il y a autour. Parce que quand on déploie une application, on va pas avoir juste besoin de l'application généralement. On va avoir besoin d'un broker, d'un CDN, d'un système de cache, en fait plein de dépendances. Et nous, ce qu'on propose, c'est de gérer aussi toute cette partie-là. Donc on va s'appuyer sur les cloud providers existants et fournir du coup l'intégration, donc pour que depuis l'application, ce soit ultra simple. En gros, c'est juste des variables d'environnement qui sont proposées au démarrage de l'application, et du coup, on a accès aux différents services qui ont été demandés. Donc du coup, c'est pas, enfin voilà, c'est pas juste les conteneurs, c'est les containers et tout ce qu'il y a autour. En fait, c'est la solution globale qui fait que c'est ultra rapide et ultra facile d'utiliser. On peut faire des duplications d'environnement, on peut faire plein de choses, quoi. Je vous invite du coup à vraiment tester, allez sur le site, inscrivez-vous et faites une demande pour essayer l'appli. Vous allez voir, c'est large ce qu'on fait, quoi. Bah, tu pourras poster les liens directement dans le chat tout à l'heure. On termine peut-être avec une dernière Ouais. question. À ton sens, est-ce que EKS vaut le coup versus ECS? Euh, ouais. Alors cette question, elle est, je dirais, elle est vraiment en fonction du temps que vous voulez passer. Si par exemple vous avez déjà les compétences sur EKS, enfin sur du Kubernetes, pardon, et que ben ouais, rajouter des services, les maintenir, etc., ça vous fait pas peur et c'est quelque chose que vous avez envie parce que ça vous offre de la flexibilité, bah je dirais ouais, go Kubernetes. Maintenant, si vous êtes une petite équipe, que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec bah, tout ce qui est Kubernetes, que vous n'avez pas forcément du monde non plus, d'un DevOps, un SRE ou un Ops pour vous aider sur cette partie-là, que vous êtes juste des devs et que vous n'avez pas forcément de temps à perdre, c'est pas forcément ce que je recommanderais. En fait, tout dépend de l'usage et du besoin, quoi. Super. Eh ben, écoute, merci Pierre. Je vous invite à continuer à poser vos questions à Pierre si vous le souhaitez dans le chat. Et je vous propose de passer au deuxième talk de la soirée avec Alexandre Carnero. Alex, si tu veux Merci. reprendre la main, à tout à l'heure, Pierre. C'est bon, on voit ton écran, Alex. Bonjour à tous. Alors, avant qu'on commence le talk, pourquoi un cluster pour les manager tous? Pourquoi ce titre? Parce que c'est tout d'abord un retour d'expérience que j'ai rencontré au fil de mes missions. Et donc, avant de commencer le talk, j'aimerais vous parler de qui je suis et d'où je viens. Si j'arrive à changer de slide. Voilà. Donc, qui je suis? Je suis consultant pour D2SI, qui est une entreprise de consulting qui intervient auprès de clients pour mettre en place de la CI/CD, pour faire de l'automatisation, pour monter et accompagner les équipes qui montent sur le cloud. Et dans cette entreprise, je suis aussi bien consultant cloud, donc j'interviens pour la mise en place d'une usine logicielle, pour accompagner les équipes, pour justement leur permettre d'être serein sur le cloud. Et je suis aussi trainer, donc je suis formateur, donc j'interviens auprès des écoles pour un cursus AWS, mais aussi auprès de clients pour tout ce qui est conteneur, donc sur Kubernetes et sur Docker. Donc, laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une entreprise plutôt
plutôt grande taille, qui souhaite créer son cluster et commencer à déployer des applications directement sur Kubernetes. Ok, c'est super cool. On a une envie folle d'aller déployer des conteneurs. Bien, donc on se dit, ok, je vais créer mon cluster, je vais créer sur EKS parce que c'est un service managé, je suis déjà utilisateur d'Amazon, je connais déjà bien la plateforme. Maintenant, j'ai envie de migrer des applications directement sur Kubernetes. Ok. Sauf que Kubernetes en soi, c'est pas une fin. Il faut aussi les logs pour les métriques des conteneurs. Donc, on va installer Grafana, on va installer Prometheus. Ensuite, on va se dire, OK, donc il nous faut aussi des logs. Donc, on va installer un outil de log pour remonter, donc FluentD avec la suite Elasticsearch. Donc, OK, cool. Et après, vous avez l'équipe sécurité qui vous dit, ah oui, mais en fait, Kubernetes, pour la gestion des secrets, c'est mort. Faut que vous utilisiez quelque chose qu'on utilise déjà au sein de l'entreprise. Donc, vous allez utiliser HashiCorp Vault. Puis, vous avez vos développeurs qui vous disent, OK, j'arrive à voir les métriques de mes conteneurs, j'arrive à voir mes logs. Par contre, j'aimerais bien avoir un peu de tracing et de voir ce qui se passe vraiment dans mon application. Donc, vous allez dire, OK, je vais installer un APM, donc un Jaeger. Puis le développeur va vous dire, ouais, c'est bien beau, mais je commence un peu à en avoir marre de devoir me connecter au cluster, de devoir créer tous les composants à la main dans mon cluster. Est-ce que tu peux pas un peu m'automatiser tout ça et faire un truc que ça soit beaucoup plus user-friendly? Bon, jusque-là, pas de problème, on va mettre de la CI/CD. Et comme on a déjà GitLab, on va dire, OK, on va faire de la CI/CD directement avec GitLab. OK, parfait, c'est parti. Donc, vous voyez, ce qu'il vous faut en fait pour faire une plateforme, c'est beaucoup d'outils, du temps et beaucoup de code pour joindre un peu tout ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est Kelsey Hightower dans un de ses tweets qui a dit, pour avoir votre plateforme d'application, il vous faut au moins tout ça pour être serein en production. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement d'un projet, de la création d'un cluster Kubernetes au sein d'une entreprise. Généralement, on va dire, allez, on va choisir ce projet pilote pour aller sur Kubernetes parce qu'au final, il est simple à migrer. L'équipe de dev, elle est super sociable, elle communique bien, elle est envieuse d'aller sur une nouvelle plateforme. Donc, on va commencer à créer notre Kubernetes, on va commencer à mettre en place l'outillage pour le monitoring, pour le log, et on va commencer à faire le déploiement. Sauf que pendant que vous faites tout ça, il y a une autre équipe qui est là et qui dit, moi, j'ai un projet qui est super important, il me faut une plateforme tout de suite. Vous essayez de voir avec eux, et vous vous rendez compte que, vu que vous n'êtes pas prêt pour avoir une plateforme, le projet décide de se passer de vous. Le projet déploie donc son propre cluster, il commence déjà à déployer son application, ses outils, et en fait, vous continuez à travailler sur votre projet, à l'agrémenter, et au final, pendant que vous l'agrémentez, il y a eu 5 projets, 10 projets, 15 projets, une centaine de projets qui ont fait la même démarche, qui se sont dit, nous, on n'a pas envie d'attendre, nous, on veut aller sur Kubernetes tout de suite. Donc, il y a un peu un modèle de self-service qui s'est mis en place avec la construction d'un cluster et la gestion du cluster par les équipes de dev. Sauf que vient un jour où vous avez un incident de sécurité, un problème sur un cluster, une application qui ne fonctionne plus parce que Kubernetes ne fonctionne plus. Qui c'est qu'on vient voir? C'est vous. C'est vous qui avez l'expérience sur la partie Ops, c'est votre équipe. Et donc, on vous dit, bon, maintenant, c'est à toi qui vas devoir reprendre ça. Tu dis, ah ouais, tout va bien. On prend un grand bol d'air frais et là, on se dit, ça va aller. Donc, on commence à discuter avec les différentes équipes, on commence à faire un état des lieux et on commence à se rendre compte qu'en fait, les développeurs... ils ont juste besoin de tout ce qu'on avait déjà pensé en amont. C'est juste qu'ils n'ont pas voulu attendre qu'on soit en capacité de le faire. Ils ont fait ça dans la précipitation. Et maintenant,
on regarde vraiment ce qu'ils ont installé et on se rend compte que de toute façon, les outils qu'ils utilisent, généralement, c'est un peu les mêmes outils. Ils installent tous à peu près Prometheus, ils installent tous Grafana, ils installent tous une solution de log qui est facilement migrable. Ils ont tous de la CI/CD un petit peu sur GitLab Runner. Donc tout ça en soi, ça va, ça joue à notre avantage. Et donc on a deux choix. Soit on décide, ok, je vais essayer de mutualiser mes clusters et je vais les migrer. Ça veut dire qu'on va se retrouver quand même avec un cluster qui est assez gros, qui en soi va être aussi difficile à gérer si on commence à vraiment avoir des centaines d'applications dessus. Et qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un incident dessus? S'il y a un incident dessus, potentiellement on impacte tous les projets qui sont dessus. Ou alors on dit on va faire des petits clusters qui vont être vraiment dédiés à des projets. Et là on se pose la question, ok, mais comment je fais pour gérer tout ce qui est partie gestion des versions, pour vérifier la configuration des outils, comment avoir une vue centralisée, peut-être même proposer du déploiement sur étagère de certains tools. Ok. On se met à réfléchir, on se dit, ok, quel est le point commun entre tous ces projets hormis Kubernetes? Eh bien, le point commun, c'est Git. Git, c'est le point commun qui fait que tous les projets qui font du développement mettent leur code dessus et déploient depuis Git. Mais c'est pas que ça, c'est aussi l'outil qui est utilisé par les équipes Ops de nos jours pour faire tout ce qui est infrastructure as code, pour faire la gestion du post-provisioning de nos applis. Donc on voit bien, c'est un outil qui réunit un peu tous les mondes. Trop cool, trop cool. Du coup, on va commencer à réfléchir sur un outil qui va permettre de faire du déploiement depuis Git. Bingo, on l'a trouvé, ça s'appelle le GitOps. Le GitOps, c'est une méthodologie où vous allez dire, votre Git, c'est votre source de vérité. C'est là où il y aura tout votre code, c'est là où il y aura tous vos manifestes, c'est là où il y aura vraiment toutes les informations. Et pour faire du GitOps sur Kubernetes, on a un outil qui s'appelle Argo CD. C'est un outil open source qui vient de passer en plus en incubation sur la CNCF et qui permet donc de watch les événements Git, de voir les nouveaux commits qui arrivent dessus, de prendre ce commit et de déployer sur des cibles multiples, sur des Kubernetes qui sont vraiment distants et qui sont multiples. En plus de ça, vous pouvez être alerté sur certains aspects. Par exemple, vous avez eu un fail et recevoir un petit message sur votre Slack ou sur votre outil de communication préféré du problème. Cool. Là, on commence à avoir un truc vraiment sympa. On se dit, c'est cool, je vais pouvoir un peu rationaliser, etc. Ok. On va refaire une petite pause et on va se dire, qu'est-ce que j'ai actuellement? J'ai mon GitHub, mon GitLab, j'ai mes outils que je veux déployer et je viens de trouver ce qui va me permettre de faire le lien entre mon Kubernetes et mon GitLab. C'est cool. Maintenant, je vais raconter une deuxième petite story. J'ai 15 standards. Créons un standard qui réunit tous les autres. J'ai 16 standards à présent. Vraiment, je pense que c'est la chose où il faut faire le plus attention, c'est de ne pas créer un nouveau standard juste pour essayer de supprimer les anciens. Et comment on fait ça? Je pense que c'est en faisant une seule et même façon de gérer aussi bien l'outillage que les applications. Si on n'arrive pas à onboarder tous les développeurs pour qu'ils déploient leurs applications avec les mêmes outils que ce que font les équipes qui déploient de l'outil ou les ops, on n'arrivera pas à avoir quelque chose qui est standardisé et qui est simple d'utilisation. Nous, on a fait le choix des charts Helm parce que c'est vraiment quelque chose qui est très répandu. Et ça permet aux développeurs de packager leur application et donc de
faire d'un seul endroit tous les composants qui pourraient être créés sur Kubernetes. Les pods, les services, les ingresses, etc. Et du coup, on va se servir d'Argo CD pour tout ce qui est le déploiement. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Il y a une question à laquelle on n'a pas encore répondu. C'est quid de la responsabilité? Parce qu'on a des équipes qui sont différentes. On a d'un côté les équipes de développement et d'un côté les équipes qui vont gérer l'outillage, qui vont gérer un peu l'infra. Et donc on doit se dire, ok, c'est cool, mais concrètement, une équipe va pas faire tout le taf ou l'autre équipe va faire tout le taf. Donc on peut dire, voilà, l'équipe projet, c'est son cluster au final, elle va mettre à jour les applications qui sont dedans, elle va mettre à jour les outils. Ok, mais au moindre problème, c'est pas comme ça que ça va marcher. C'est vraiment uniquement sur ce quoi ils sont experts qu'ils vont venir interagir dessus. Donc un modèle de responsabilité qu'on a pensé, c'est vraiment l'équipe projet va se gérer de tout ce qui est la mise à jour de son application et de tous les composants qui sont dans l'application. Et potentiellement faire du déploiement d'outils spécifiques. Concrètement, l'objectif, c'est pas de les limiter. L'objectif, c'est de rationaliser les outils qui sont le plus souvent utilisés dans l'entreprise. Si jamais ils veulent utiliser des outils qui ne sont pas gérés par l'équipe Ops ou par l'équipe outillage, ils peuvent toujours le faire. Mais ils savent aussi que s'ils déploient un outil personnalisé, c'est à eux d'en assurer le run. Et de l'autre côté, on a l'équipe outillage qui va créer des clusters Kubernetes, qui va faire en sorte de configurer tous les outils, qui va faire en sorte de mettre à jour ces outils quand il y aura besoin de les mettre à jour. Et donc là, on voit qu'on a un petit peu deux mondes différents, c'est le monde des ops et le monde des devs. Pour récapituler un petit peu schématiquement, l'équipe outillage, c'est une équipe comme une autre. Donc, elle aura son propre cluster, tooling, elle aura ses propres outils installés dedans. Et la seule différence d'une équipe projet, c'est que ce cluster tooling sera en capacité de déployer dans les autres projets, dans le cluster du projet 1 et dans le cluster du projet 2. Alors, j'ai fait plein de blabla et je pense que la meilleure façon de vous le montrer, c'est de faire une petite démo de comment ça marche et comment le mettre en place. Hop. Alors, tac. Avant de vous montrer la démo, j'ai triché un petit peu pour éviter qu'on attende trop longtemps, qu'on passe un certain temps à la création des clusters. J'ai créé 3 clusters. J'ai créé mon cluster shared, j'ai créé mon cluster dev projet 1 et j'ai créé mon cluster dev projet 2. Shared sera utilisé pour le tooling et P1, P2 pour simuler les équipes projet. Donc première chose, je vais me mettre sur mon cluster shared, comme ça, et je vais dire, ok, j'ai envie de déployer Argo CD. Pour faire simple, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste utilisé le template YAML basique d'Argo CD. On reste dans la simplicité, on veut aller vite, on va vous montrer que ça marche, même avec des configurations basiques. Donc, je crée mon Argo CD. Pour pouvoir vous le montrer, on va l'exposer sur Internet avec un load balancer. Okay, j'ai oublié de le créer dans un namespace. Hop, voilà, on le crée dans un load balancer. Et maintenant, on va juste attendre quelques secondes pour obtenir notre load balancer qui soit disponible. En attendant de vous montrer que le load balancer, en attendant que le load balancer se crée, je vais vous montrer que je ne triche pas et que sur mes clusters Kubernetes, je n'ai aucune ressource. Donc voilà, si je fais ça, vous voyez, j'ai uniquement les ressources de kubesystem. Et sur le second cluster, hop,
j'ai uniquement les ressources de kubesystem. Parfait. Hop. On va regarder si mon load balancer est créé. Hop. On dit qu'on ne voit pas très bien sur la police. On va la grossir un peu. Alors, je vois que mon service n'est pas dans ce namespace. Ah oui, j'ai changé de cluster en entre-temps. Il vaut mieux que je repasse sur le cluster principal. Donc, je récupère mon adresse de load balancer. Hop. Et on va l'afficher à l'écran. Hop. Ici. Tac. Donc là, j'arrive sur l'interface d'Argo CD. Hop. Comme je n'ai pas créé, changé le mot de passe, ce sera le nom de mon pod en mot de passe que je suis en train de récupérer maintenant. Hop. Donc, admin et le mot de passe. Voilà. Donc, on arrive sur l'interface. Donc, on peut voir, je peux créer une application. Et si on va sur la roue dentée, on peut voir que je peux raccorder des repositories, des certificats, des clusters, des projets et des accounts. Première étape, on va raccorder nos deux clusters sur cette Argo CD. Donc, on retourne sur notre petite console. Hop. Et on va dire, je vais d'abord me connecter à Argo CD. Donc, je vais récupérer mon nom de load balancer et je vais faire mon Argo login. Pour me connecter. Et j'ai oublié un truc. Password. Ok, je pense que j'ai fait une petite erreur. Alors, voyons voir dans mes notes de démo. Ok, c'est parce que j'ai encore une fois mis le namespace alors que je ne l'ai pas déployé dans le namespace. Hop, oui, il n'est pas sécurisé, c'est normal. J'ai réussi à me connecter. Donc, on va regarder Argo CD et on va faire, tiens, je vais lister mes clusters. Donc, on devrait avoir la même chose. On n'a qu'un seul cluster pour le moment. Et c'est normal parce que on ne les a pas encore raccordés. Donc, ce qu'on va faire, c'est Argo CD, cluster add et l'ARN de mon cluster. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se baser sur ma config, sur mon kube config pour créer et raccorder le cluster sur l'Argo CD. Je fais ça pour le cluster 1 et pour le cluster 2. Et si je retourne sur mon interface et que je l'actualise, on voit à présent que j'ai bien mes deux clusters qui sont raccordés, qui sont bien connectés. Cool, on vient de raccorder nos clusters dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est raccorder nos repositories Git et commencer à travailler dessus. Hop. Donc, pour raccorder nos repositories, il suffit d'une URL et d'un projet contenant des informations.
Donc, pour la démo, ce que j'ai fait, j'ai cloné le dépôt Helm-chart qui est présent sur GitHub et je m'en suis servi comme vraiment source de catalogue en fait pour justement pouvoir simuler un petit peu ce qui se passe. Donc on va se connecter. On a donc un problème. Ah oui, pardon. Je n'ai pas donné la bonne URL. Voilà. Donc, on a raccordé notre repository. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer un projet. Le projet dans Argo CD, c'est vraiment se dire c'est pour limiter un petit peu les permissions de ce que peuvent faire ce projet. Donc, on va spécifier des sources. Donc, soit on spécifie une source définie, soit on va mettre toutes les sources, soit on va mettre plusieurs sources. Et ensuite, on va mettre en destination un ou plusieurs clusters. Donc, on va dire que le projet tooling, il a le droit de déployer dans P2, il a le droit de déployer dans P1, et il a le droit de déployer dans SVC. Ce qu'on peut faire aussi, on peut lui dire, vu que c'est le tooling et qu'on va déployer partout, on peut déployer partout. Et ensuite, on va lui donner des permissions sur ce qu'a le droit de faire ce projet dans le cluster Kubernetes. Pour le besoin, on va mettre tout par défaut et on va lui autoriser de tout faire. On crée le projet et si on revient sur cette vue où on n'avait pas encore d'application, on peut à présent créer une application et dire « Ok, je vais déployer Grafana sur P1 ». Le projet, c'est tooling et il va se synchroniser automatiquement sur mon dépôt Git. Donc, il va vraiment, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui se passera sur mon dépôt, il va le répercuter sur mon cluster Kubernetes. Hop, on sélectionne notre Helm-chart et on peut lui spécifier la révision. Et ensuite, on va lui spécifier le répertoire à l'intérieur de ce dépôt. Donc, comme je disais, je me base actuellement sur les dépôts Helm-chart qui sont sur GitHub, donc il y en a énormément. Pour le besoin, on va prendre Stable Grafana pour le déployer. Et ensuite, on va déployer mon DFP1, par exemple, dans le namespace tooling. Et on a l'occasion de personnaliser ce déploiement avec directement soit un values file, soit en modifiant les variables ici directement. Ce qu'on va faire, c'est à la place de... Hop là, je vais le trouver. À la place de juste déployer par défaut, on va remplacer la cluster IP par un load balancer. Comme ça, on sera en capacité de se connecter dessus. Hop, on crée l'application. Is not in project tooling. J'ai dû ne pas lui mettre le namespace autorisé. Hop. Donc, on va le déployer dans default. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a réussi à créer les ressources dans le namespace default et il est en train de travailler pour créer les ressources. Donc, on voit maintenant qu'il a réussi à déployer. Si on va dans le cluster, on va passer sur le deuxième cluster. Donc, j'ai déployé sur P1 et on fait un getPo et on voit bien que j'ai mon Grafana qui est créé et normalement, j'ai mon service en load balancer qui est créé. Si je vais dessus, au bout d'un certain temps, on va pouvoir créer on va pouvoir se connecter dessus. Ok, c'est cool. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On peut aller sur le dépôt et dire, ok, je vais faire un changement. Je vais aller dans mon dépôt master, par exemple, et je vais dire, voilà, je vais changer mon Grafana. Hop. Je vais lui ajouter une valeur un peu bidon, on va dire Toto,
deux points, et je vais rien mettre. Je vais commit. Hop. Qu'est-ce qui se passe sur mon Argo CD? Hop. Il se synchronise sur le dernier commit. Donc celui-là, ça doit être mon dernier commit. Hop. Pas encore. Non. On va attendre quelques instants. Ça, c'est bon. Et hop. Bon, j'ai le droit à l'effet démo ce soir, c'est pas grave. Donc, tac. Regardons pourquoi. Tac, je suis bien dans le bon dépôt. Et je suis bien là. Mais il ne synchronise pas mon dépôt. Tac. Bon, je vais. Je regarde. Je continue la démo. Je n'ai pas d'idée. Je pense que ça va prendre un peu de temps pour résoudre ce problème. Donc, concrètement, en fait, on vient de déployer le cluster et si on regarde les ressources, on les a bien dans notre cluster. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça pour tous les projets de Grafana, par exemple, pour tous les clusters et dire, voilà, tac, je vais reprendre stable Grafana. Je vais le déployer dans mon cluster 2, dans le namespace default. Et pareil, je vais lui dire, je vais le laisser en cluster IP pour voir la différence. Donc pareil, il va déployer dans le cluster projet 2, il va se synchroniser et il va créer. Et on peut faire ça vraiment sur tous les clusters. Donc tooling et Grafana. Project, tac, tac, tac. Hop, hop, paf, stable / Grafana. Et on va le déployer dans le cluster où il est actuellement. Hop. Hop. Là, il n'a pas encore synchronisé. Et voilà. On a donc réussi à déployer facilement dans tous les clusters Grafana. Et on peut faire ça après sur tous les outils. L'avantage aussi de cet outil, c'est que du coup, comme je le disais, on peut raccorder des projets, donc des applications, des développeurs pour faire leur développement dessus. Par exemple, on peut dire, voilà, je crée un projet pour mon projet 1 et je vais lui dire, les sources, ce sera le projet 1 ça sera son dépôt Git à lui, où il va mettre en place son Helm et il va pouvoir déployer dans son cluster à lui. Hop. Si je crée une nouvelle application, je vais dire, ça sera l'application du projet 1. Il déploiera dans le cluster default et son repository. J'ai pas rajouté le repository. Tac. Hop. Voilà. Et du coup, on peut hop, donc projet 1 en automatique et on va lui dire projet 1, son path et sa destination, ça sera projet 1, namespace default.
On peut ensuite modifier les values. On peut créer. Hop, il déploiera. Hop, et maintenant, les développeurs peuvent venir faire une modification sur leur code, dire voilà, maintenant je vais rajouter une variable ou je vais en enlever une, par exemple le toto que j'avais ajouté avant, je commit et ce code sera ensuite déployé sur le cluster. Tac. Il est bien synchronisé. Et voilà, là on voit bien qu'il a la dernière version, donc la FC 88.3D3A0, qui est celle que je viens de commit à l'instant. Hop, j'espère avoir été clair. Je retrouve mes slides. J'ai perdu mes slides. Hop. J'espère avoir été clair. Est-ce que vous avez des questions? Merci Alexandre. On a déjà une première question qu'on a eue tout à l'heure. Pourquoi ne pas utiliser Rancher pour gérer tous tes clusters? Alors, effectivement, Rancher, c'était possible. Maintenant, la question, c'est... nous, on s'est dit, on veut un moyen de déployer le code applicatif dessus et avoir une vue centralisée. Donc, on s'est dit, Argo CD, c'était un bon outil. Ça permettait d'avoir le Git comme point central et de tout déployer depuis Git sans passer par des runners, sans venir modifier le code de l'application directement. Et donc, c'est le fait d'avoir vraiment un peu le fait d'être sorti du projet et de laisser le projet de son côté qui nous a fait plutôt choisir Argo plutôt qu'autre chose. Ok. Combien de temps as-tu mis pour rentrer dans Argo CD? Je pense que on a mis à peu près, je dirais, 2-3 semaines pour arriver à quelque chose qui nous plaisait bien. Je pense que au tout début, on a fait l'erreur de décider que Argo CD allait gérer justement que cette partie application et pas du tout la partie tooling, toute la partie tooling. Et en fait, avec le retour d'expérience, on s'est rendu compte que c'était une erreur et c'est surtout ça qui nous a pris du temps. C'est le fait d'intégrer tous nos toolings à Argo CD qui nous a mis du temps puisqu'on ne l'avait pas du tout pensé comme ça à l'origine. Ok. Une nouvelle question. Argo contre Flux, selon toi, quel est le mieux? Alors, si je ne me trompe pas, Flux est en train d'intégrer Argo. Donc, je pense que la question n'a plus forcément lieu d'être. Ensuite, Flux, on était totalement passé à l'origine dessus. On l'avait pas du tout tout au vu. Donc, on est un peu parti sans ce comparatif. Ok, une question. Alors, j'ai pas toute la phrase, mais point de vue RBAC. Airbag, ouais. Airbag, pardon. D'un point de vue airbag, le airbag il fonctionne pareil. On peut limiter les droits. Là, actuellement, comme je le disais en début du talk, pour me raccorder au cluster, j'ai utilisé mon identité qui dispose des droits complets. Mais les applications peuvent utiliser toujours des services account avec un rôle airbag associé. Ça change, mais pas du tout. Ok. En début de meetup, tu nous parlais de Vault. On te demande quel serait ton choix entre Vault ou Sealed Secret. Alors c'est marrant parce que actuellement j'utilise Sealed Secret plutôt que Vault. Pourquoi ça? C'est parce qu'en fait Vault c'est une solution qui est très complète, mais qui a peut-être vocation à être un petit peu mutualisée d'un point de vue avoir un seul Vault pour une entreprise. Et donc nous on a fait le choix d'avoir Sealed Secret puisque ça nous semblait plus simple à mettre en place. Okay. Au cas où on perd l'Argo CD, quel est le retour? Qu'est-ce qui se passe?
Justement, le principe, c'est si on perd l'Argo CD et qu'il n'est pas en mode high availability, on perd tout. Et les équipes Ops sont les premières informées puisque leurs outils et tout leur déploiement passent aussi par Argo CD. L'objectif, c'est si on a une panne, et il y aura une panne, qu'on soit le plus réactif possible pour réparer. Ok, alors après, on a une question qui est très longue. Dans Argo, contrairement à Flux, il ne surveille pas les images Docker poussées par le CI dans le registry Docker et ne met pas à jour le repo Git des ressources YAML avec le nouveau tag. C'est donc la CI qui doit faire le commit dans le repo de déploiement. Flux le fait tout seul, donc vous le faites bien dans la CI? Ouais, exactement. C'est exactement ça. On a un dépôt qui est qui sert en fait pour le code et générer l'image, et on a un autre dépôt qui sera notre charte L avec la version de l'image. Et on me pose la question de savoir si tu as remonté des points négatifs sur Argo CD. Le premier point négatif, ça a été la liaison multi-cluster. Tous les objets peuvent être kubernétisés. En gros, on peut utiliser vraiment Kubernetes pour créer l'application, pour créer justement les liens cluster, pour pouvoir raccorder les repositories Git. On peut tout faire sur Kubernetes, mais raccorder les clusters, on n'a tout simplement pas réussi avec l'objet Kubernetes. Donc, c'est un peu le point négatif pour l'instant parce que c'est un tout petit frein à tout automatiser, à tout passer dans le Git total. Super. J'ai pas d'autres questions qui remontent. Est-ce que tu voulais nous faire une conclusion, Alex? Juste pour information, si jamais vous voulez qu'on se revoie, ou en tout cas des super collègues à D2SI, on a des webinars qui sont retrouvables directement sur la page, sur le lien juste ici. Et on propose aussi des formations, notamment une formation Kubernetes. Donc si ça vous intéresse, viendez. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toutes les participantes et participants qui ont participé à ce meet-up virtuel. Merci Pierre, merci Alex, merci Rezus, même si tu n'es pas avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain meet-up virtuel. Et puis, on n'a pas pu le faire à 20h, mais voilà, on fait bien sûr une pensée à tout le personnel médical. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne soirée à tous.